Coucou les candidats, bienvenue sur cette deuxième vidéo. Donc question 2 des mises en situation que j'ai eues aux oraux d'attachés d'administration de l'État et de secrétaire administratif classe exceptionnelle organisés par le ministère de l'Intérieur. Donc comme je vous l'ai déjà dit, j'ai passé 3 fois le concours d'attaché, 3 fois de suite, 3 fois le concours de SACE, donc j'ai passé 6 concours en 3 ans, 5 oraux en 3 ans, et donc je vous propose de vous partager mes questions et toutes mes révisions, toute mon expérience en tant que candidate. Donc j'ai réussi, enfin j'ai été admise l'année dernière aux 2, et ça m'a mis 3 ans en fait à comprendre ce qu'on attendait de moi, et ce qu'il fallait que je sache, et ce que je sache pas, etc. Donc c'est parti pour la question numéro 2. Donc, vous êtes nommé attaché chef de bureau. Alors déjà là, je ne me rappelle plus vraiment s'ils ont mis attaché chef de bureau ou SACE chef de pôle, puisque je ne me rappelle plus si j'ai eu cette question-là à un oral d'attaché ou de SACE. Je l'ai retrouvé sur un cahier où j'avais noté des choses, mais j'arrive plus à me rappeler. Honnêtement, moi, j'ai pas vu de différence dans le niveau de difficulté des questions entre SACE et attaché. C'était les mêmes questions à l'oral, vraiment. Donc là, je vous ai mis, vous êtes nommé attaché chef de bureau, mais si c'était un concours de SACE, ils m'ont peut-être dit, vous êtes nommé SACE chef de pôle, en fait. Enfin, l'histoire, en tout cas, c'est de vous mettre en position d'encadrer. Et là, ils m'ont dit, un de vos agents a une photo limite pornographique comme fond d'écran. Que faites-vous? La question qui tue. Donc, ça, c'est une question type que vous pouvez tout à fait avoir à l'oral de vos prochains concours. Donc moi à l'époque j'ai répondu pas très bien. D'ailleurs cette année j'ai pas eu des concours, ni SACE ni attaché. Donc je vais vous donner la réponse que j'ai fait et une meilleure réponse après. Maintenant de ce que je sais de mes révisions, où je me dis il aurait mieux fallu répondre ça, et rester bien attentif, aller jusqu'au bout de la vidéo, parce que à la fin je vous ai fait un petit slide, une petite diapo sur les sanctions applicables à la fonction publique d'État. C'est parti. Donc qu'est-ce que j'ai répondu à cette question? J'étais bien avancée, à l'époque j'étais pas très avancée justement dans mes révisions, et j'ai juste réfléchi avec du bon sens en fait. Donc, ma réponse, j'ai mis, donc je me souviens, tout de suite, je leur ai dit, j'en parlerai à mon directeur. Donc ça, c'est bien, ça prouve que vous en parlez tout de suite à votre hiérarchie, et c'est pas vous tout seul qui vous lancez à régler ce problème-là. Donc ça, c'est important de montrer que vous en parlez à votre hiérarchie. J'ai dit, je recevrai l'agent et je lui expliquerai qu'il n'a pas le droit et que donc il faut qu'il la retire, la photo. Et là, ils m'ont dit, oui, mais il s'en fiche, il la retire pas. Donc j'ai dit, je vais lui donner une sanction. Donc ils m'ont dit, laquelle? Et là j'ai dit un avertissement. Donc ça leur permet de voir si vous connaissez les différents groupes de sanctions, quelle est la plus basse, quelle est la plus haute. Donc ça c'est ce que je vous explique dans la diapositive que je vous ai fait à la fin de la vidéo. Là ils m'ont dit à quel titre. Donc moi j'ai dit refus d'obéissance hiérarchique, parce que dans ma tête je me suis dit je lui ai demandé de retirer la photo, il ne le retire pas. Donc la sanction ce sera pour ça, refus d'obéissance hiérarchique. Et là, ils m'ont redit, oui, mais il s'en fiche, il ne la retire pas, il est à la retraite dans 2 mois. Donc, je me souviens, j'ai dit, je demande au service informatique d'intervenir et d'enlever la photo. Et là, ils m'ont dit, oui, mais il la remet. Et là, j'ai dit, je le change d'affectation vers une fonction où il n'y a pas d'ordinateur, donc ce qu'on appelle les fonctions support, tout ce qui peut être chauffeur. On a des gens aussi qui conduisent des voitures pour emmener des navettes de courrier d'une structure à une autre. On peut avoir aussi le service du courrier, l'archivage. Bon, normalement, il y a quand même des ordinateurs un peu partout. Mais sur ces services-là, il y a moyen quand même que ce soit un ordinateur commun au service et pas spécialement un ordinateur de l'agent. Donc vu qu'il lui reste plus que 2 mois de toute façon avant la retraite, j'aurais fait ça. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai répondu. Et je n'ai pas eu le concours. Donc je vais vous donner maintenant une réponse, à mon avis, qui est plus pertinente. Donc voilà, une meilleure réponse. Donc, au lieu de dire j'en parlerai à mon directeur, maintenant, ce que je dirais, c'est que j'en parlerai Alors déjà, je dirais plus mon directeur, je dirais mon supérieur hiérarchique. Parce que c'est pas dit que votre supérieur hiérarchique, ce soit un directeur. Si ça se trouve, vous êtes chef de pôle et du coup, votre N+1, c'est un chef de bureau. Si ça se trouve, vous êtes chef de bureau, du coup, votre N+1, c'est un directeur. Ou vous pouvez peut-être déjà être, non pas directeur, parce qu'il nous l'aurait dit au départ sur un concours d'attaché, mais enfin bon, pour ne pas vous tromper,
Dites pas directeur, chef de bureau, dites j'en parlerai à mon supérieur hiérarchique, mon N+1. Et parlez-en aussi à la DRH tout de suite. Montrez que vous incluez la DRH là-dedans, parce que de toute façon, la DRH doit être au courant de ça, et vous devez tout décider avec elle. Donc voilà, et ce que je rajouterais aussi, c'est que non seulement de les prévenir oralement, c'est-à-dire de leur téléphoner et de leur dire, bon bah voilà, j'ai un agent qui a une photo limite pornographique sur son fond d'écran, je le ferai par écrit, donc via un mail. Et je marquerai les faits, c'est-à-dire tel jour, telle heure, avec tel témoin, j'ai observé que monsieur machin ou madame machin avait une photo limite pornographique comme fond d'écran sur son ordinateur. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce que ça évite les oublis. Si on ne regarde pas tout de suite l'heure, la date et qui étaient les témoins et qu'on laisse passer un peu de temps, on peut oublier. D'autres personnes peuvent avoir interprété différemment les choses et du coup voilà, ça fait un... c'est embêtant parce qu'après plus personne n'est d'accord, éventuellement. Donc tout de suite, vous faites un mail à la DRH et à votre N+1, vous marquez les faits et en même temps vous doublez d'un appel oral. Ensuite, j'avais dit, je recevrai l'argent et je lui expliquerai qu'il n'a pas le droit, qu'il faut qu'il l'enlève. Donc là, maintenant, je vais dire en concertation avec la DRH et mon supérieur hiérarchique, je le recevrai, peut-être avec eux s'ils le souhaitent. Parce que peut-être que la DRH et le supérieur hiérarchique vont vouloir le recevoir eux et sans moi, ou eux avec moi, ou juste le supérieur hiérarchique, peut-être même le secrétaire général, peut-être même le préfet d'une structure, on ne sait pas. C'est pas moi qui forcément vais le recevoir. Ou alors, qui veut le recevoir tout seul. Donc ça, je le note bien pour que le jury voit bien que dans l'histoire, je sais quels acteurs sont concernés et quels acteurs sont peut-être à même d'intervenir avec moi. Voire même sans moi, hein, la DRH et le secrétaire général pourraient vouloir très bien recevoir quelqu'un sans le N+1. Donc je dirais en concertation avec la DRH et mon supérieur hiérarchique, je le recevrai, peut-être avec eux s'ils le souhaitent, et je lui rappellerai. Donc au lieu simplement de lui dire vous n'avez pas le droit, il faut la retirer, la photo, je lui rappellerai ses devoirs et je lui citerai la loi. C'est-à-dire je lui rappellerai son devoir par rapport au droit français. Donc pour le coup, par rapport à cet exemple-là, je lui rappellerai qu'il est soumis à un devoir de dignité. Donc qu'est-ce que c'est un devoir de dignité ? C'est facile, c'est la moralité. En fait, il faut savoir que, y compris en dehors du service, un fonctionnaire ne doit pas choquer par son attitude, ni porter atteinte à la dignité de la fonction publique. Donc ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Ils le savent, mais ils pensent que c'est seulement dans l'exercice des fonctions de fonctionnaire. Pas du tout, même en dehors du service, alors que vous n'êtes pas du tout en train d'exercer vos fonctions. Vous ouvrez un blog perso, vous publiez des images pornographiques, vous n'avez pas le droit parce que vous êtes fonctionnaire. Et même en dehors du service, vous êtes toujours fonctionnaire, vous êtes toujours soumis à ce devoir de dignité qui est donc un devoir de moralité. Donc ça, il faut que vous le sachiez, il faut que vous montriez au jury que vous le savez. Et là, en l'espèce, il faut le dire à l'agent. Donc il faut dire qu'il faut lui rappeler qu'il est soumis à un devoir de dignité et il faut lui rappeler les lois. Donc conformément aux lois, il y en a deux. C'est la loi 83-634 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors, et la loi 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Ces deux lois, il faut que vous les connaissiez. Parce que, déjà, vous, en tant que fonctionnaire, ce sont les lois qui régissent votre propre statut, votre propre vie. Donc, un jury va trouver ça bizarre que vous ne connaissiez même pas les lois qui régissent votre propre statut. Et en plus, alors que vous vous présentez à un concours pour être soit cadre intermédiaire sur SACE, soit cadre surattaché, soit même cadre supérieur surattaché principal, ça veut dire que vous allez, en passant ces concours-là, si vous êtes admis, vous allez être mis en position de vivre pour de vrai concrètement ce genre de situation. D'avoir des agents qui potentiellement ne respectent pas leurs devoirs, leurs obligations, et donc de devoir proposer des sanctions dans ce cadre-là. Donc il faut absolument citer les lois. Donc la loi 83-634, dite loi Le Pors, c'est ce qu'on considère être le titre 1 du statut des fonctionnaires. Le statut des fonctionnaires, il est composé de 4 titres, titre 1, 2, 3, 4. Le titre 1, c'est cette loi-là, la loi 83-634.
qui est applicable aux 3 fonctions publiques, donc fonction publique d'État, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière, et les 3 lois qui suivent après, donc le titre 2, 3 et 4, elles s'appliquent pour chacune des fonctions publiques. Donc vous avez le titre 1, c'est la loi 84-16 pour la fonction publique d'État, et après vous avez 2 autres lois pour la fonction publique territoriale, et une loi pour la fonction publique territoriale, une loi pour la fonction publique hospitalière. Donc nous, les personnes qui se présentent à un concours de la fonction publique d'État, ce que vous devez absolument connaître, c'est le titre 1, donc cette loi-là, la loi 83-634, qui s'applique aux 3 fonctions publiques, et le titre 2, qui est la loi 84-16 pour la fonction publique d'État, qui s'applique juste donc à la fonction publique d'État. Donc pour le coup, cette histoire des devoirs des fonctionnaires, elle est stipulée dans le titre 1, la loi 83-634, celle qui s'applique à tous les fonctionnaires. Et il y a une loi qui a été faite après, la loi 2016-483 du 20 avril 2016, donc relative à la déontologie, aux droits et obligations des fonctionnaires, qui, elle, est venue réaffirmer tous ces droits et obligations et devoirs qu'ont les fonctionnaires, même si elles existaient déjà dans la loi 83-634, donc dans la base du statut des fonctionnaires, elle est venue réaffirmer pour réappuyer ces principes-là. Donc ça, il faut vraiment que vous les connaissiez. Et pour le coup, l'histoire d'avoir un devoir de dignité, de moralité, etc., donc c'est l'article 25 de la loi 83-634 et c'est l'article 1er de la loi 2016. Donc cette deuxième loi qui est venue réaffirmer les devoirs des fonctionnaires, et bien son article 1er, le tout premier article qu'elle cite, c'est pour réaffirmer ce devoir de dignité. Donc il faut vraiment que vous le connaissiez, que vous l'ayez intégré. Donc voilà, donc cet agent, je le recevrai, je lui rappellerai donc son devoir de dignité, je lui rappellerai les textes de loi qui lui imposent ce devoir de dignité, et je lui dirai qu'il s'expose ainsi, en mettant cette photo et en plus en ne la retirant pas, à d'éventuelles sanctions disciplinaires. Et là, j'ai rajouté, je demanderai à ma hiérarchie et à la RH s'il faut faire une lettre d'observation, même sans partir nécessairement sur une sanction disciplinaire. Est-ce qu'il ne serait pas opportun de faire une lettre à cet agent, de lui notifier une lettre d'observation qui lui répète en fait ce qui a été dit au moment de l'entretien, à savoir donc les faits, tel jour, telle heure, on a vu une image limite pornographique sur votre écran, on vous rappelle que vous êtes soumis à des droits et obligations dans le cadre des lois machin, notamment à un devoir de dignité, et que ce faisant, vous exposez à d'éventuelles sanctions disciplinaires. Je proposerai, je ne déciderai pas, c'est pas moi qui déciderai si je la fais comme ça ou pas, mais je proposerai à moi N+1 et à la RH de faire une lettre d'observation et qui permettra de faire un écrit à cet agent, ce qui permettra aussi après éventuellement, si ça se reproduit, qu'on puisse pas dire bah oui mais il n'y avait pas d'antécédent, on n'a jamais vu d'écrit, etc. Ensuite, donc, ça s'était pas arrêté là, il m'avait dit, rappelez-vous, oui mais il s'en fiche, il la retire toujours pas. Donc malgré que je lui ai dit de la retirer, il la retire toujours pas. Donc j'avais répondu, je lui donnerai une sanction. Aujourd'hui, je dirais, j'en informerai par écrit et oralement ma hiérarchie et la DRH qui décideront ensemble si une sanction disciplinaire est appliquée. C'est pas moi toute seule qui vais donner une sanction à la personne. Ça ne fait pas partie de mon pouvoir, ça ne fait pas partie de mes prérogatives. Ça va être avec la DRH et avec moi N+1, voire N+2, voire N+3, voire le secrétaire général, la préfète, machin, le préfet, qu'on décidera s'il y a une sanction. Donc voilà, j'en informerai, mais c'est pas moi qui vais donner la sanction. Donc, imaginons qu'on est tous d'accord qu'il faut que la personne ait une sanction. Donc là, la question, il m'avait demandé laquelle. Donc on garde un avertissement, on démarre au plus bas des sanctions. Surtout dans ce cas-là, parce qu'en plus c'est une photo limite pornographique, donc le jury prend la peine de nous dire limite, ça veut dire qu'on est limite, quoi. Elle n'est pas complètement pornographique cette photo-là, donc on va démarrer par un avertissement. À quel titre? Donc là, refus d'obéissance hiérarchique, moi je le relaisserai, parce que le fait est que j'ai demandé de la retirer la photo et qu'il ne l'a pas retirée, donc il y a bien un refus d'obéissance hiérarchique, mais donc je rajouterai manquement au devoir de moralité, de dignité. Ce que j'avais pas dit quand j'étais face au jury. Et là,
Quand ils me disent oui mais il s'en fiche, il la retire pas, il est à la retraite dans 2 mois, je demande au service informatique de l'enlever, ça me semble être logique, il veut pas l'enlever, je vais demander au service informatique pour retirer la photo. Et là, quand ils me disent oui mais il la remet, j'avais dit je le change d'affectation vers une fonction support, donc ça je garde l'idée est bonne à mon avis, mais c'est encore une fois c'est pas moi qui le change, c'est comme l'histoire de la sanction, je suis juste son N+1 à la personne, moi je suis pas DRH, je suis pas chef de la structure dans laquelle j'exerce, donc je proposerai à la DRH et à mon N+1 un changement d'affectation vers des fonctions support où a priori il n'aurait pas accès à un ordinateur ou en tout cas de manière limitée. Mais c'est pas moi toute seule qui dit je le change d'affectation. Voilà, donc je pense que... Donc moi, j'ai pas eu l'oral hein, cette année-là quand on me l'a quand je l'ai passé. Aujourd'hui, je pense que ce qui manquait vraiment, pour le coup, à cette question, c'est de citer les textes de loi et de montrer vraiment que je connaissais le principe, l'obligation qu'il n'avait pas respectée. Et je montre aussi beaucoup que je reste à ma place, que je ne décide pas toute seule de recevoir la personne, de lui donner une sanction et de le changer d'affectation, et que non, j'en parle à la hiérarchie avec la DRH. Je l'avais quand même déjà dit, parce que dès le départ, quand il m'avait posé la question, j'ai dit j'en parle à mon directeur, mais je ne l'ai pas remis à chaque fois, et je pense que ça vaut le coup, à chaque étape, que ce soit au moment du constat du manquement aux obligations, que après, au moment de recevoir la personne, de lui faire une lettre écrite d'observation, d'éventuellement lui donner une sanction, d'éventuellement la changer de poste, qu'à chaque fois, je consulte ma hiérarchie et la DRH et qu'on décide ensemble et que c'est pas que moi qui décide. Donc voilà, parler des textes de loi, montrer que vous connaissez vraiment les droits et devoirs des fonctionnaires et montrer que vous agissez pas seul et en concertation avec les autres acteurs pour le coup concernés, à mon avis, c'est vital. Donc voilà, quand vous en aurez, essayez de vous rappeler ça. Et donc, j'en profite pour vous faire un petit slide sur les sanctions. Donc, les sanctions, elles tombent quand même très régulièrement aux oraux. Moi, j'en ai eu plusieurs. Là, je vous le fais dans le cadre d'une mise en situation. Mais j'ai eu aussi à des oraux, voilà, connaissez-vous les sanctions applicables à la fonction publique d'État? Pouvez-vous nous les citer? Et puis, bah voilà, là, c'est du par cœur, il faut les citer. Pour le coup, c'est du par cœur où il faut aller vite. Parce que pour l'avoir vécu, si vous posez la question et que vous faites seulement ça et que vous prenez... alors si vous prenez 10 secondes pour réfléchir, ils vous le laissent. Si vous prenez 30 secondes, honnêtement, ils passent à une autre question. Eux, ils veulent quand même que ce soit du tac au tac. Pourquoi? Bah parce qu'ils n'ont pas beaucoup le temps pour le temps d'échange, en fait, question-réponse entre le jury et le candidat est très court. Donc ils ne vont pas nécessairement vous laisser le temps de réfléchir, il faut quand même que ça sorte très rapidement. Donc n'hésitez pas à vous entraîner avec des amis, de la famille, même devant votre glace, parce que même répondre oralement, dire à voix haute une réponse, c'est très différent de la dire dans sa tête. Donc même si dans votre tête, là, sur votre canapé, vous dites non mais c'est bon, les sanctions, je les connais, quand il faut les répéter oralement, parfois ça cafouille. Donc entraînez-vous devant votre glace, ou encore mieux avec des gens qui vous interrogent quelles sont les sanctions, et qui... à l'aide de ce document, voilà, peuvent vous corriger en plus et vous dire si vous les avez toutes, pas toutes, si elles sont dans l'ordre, machin. Donc c'est parti pour les sanctions. Donc déjà la loi, donc essayez d'apprendre les lois, s'il vous plaît, ça fait bon effet au concours. Encore une fois, je pense pas qu'on vous en veuille si vous les citiez pas. Maintenant c'est un concours, on vous demande pas seulement d'avoir la moyenne, on vous demande de faire partie des 50 meilleurs. Donc voilà, peut-être que les 50 meilleurs, la loi il la cite. Donc essayez de mettre... des choses de votre côté quand même. Donc pour le coup, les sanctions, elles font partie de cette fameuse loi 94/16 dont je vous ai parlé avant, qui est le titre 2 en fait du statut des fonctionnaires, et qui s'applique à la fonction publique d'État. Et donc c'est l'article 66 et 67, en particulier l'article 66. Vous n'êtes pas obligé de connaître les articles, mais connaissez au moins la loi, quoi. Donc si on vous demande quelles sont les sanctions applicables dans la fonction publique d'État, eh bien vous dites, conformément à la loi 84/16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'État et qui représente le titre 2 du statut des fonctionnaires, les sanctions disciplinaires applicables sont les suivantes. Et puis vous les énumérez. Donc il faut savoir qu'il y a 3 types de sanctions, dans le sens où il y a des sanctions pour les titulaires. Donc les titulaires, c'est ceux qui ont passé le concours, qui l'ont réussi, ils ont été stagiaires pendant 1 an, et à la fin de leur année de stage, ils ont été évalués et on les a titularisés. Donc là, ils sont fonctionnaires titulaires.
Hormis histoire de sanctions, ils ont un travail à vie, sauf s'ils sont révoqués. Vous avez des sanctions pour les stagiaires. Donc les stagiaires, c'est ceux qui ont passé le concours, qui sont dans leur année de stage, mais qui ne sont pas encore titularisés. Et vous avez des sanctions pour les contractuels. Donc les contractuels sont les personnes qu'on embauche dans la fonction publique, donc là pour le coup d'État, en CDD ou en CDI, mais qui ne sont pas titulaires, ils n'ont pas passé de concours, c'est un contrat en fait. Donc il faut savoir qu'il y a des sanctions différentes pour chaque cas. On pourrait penser que connaître seulement les sanctions des titulaires, ça suffit largement et que c'est vraiment poussé dans le détail de demander les sanctions pour les stagiaires et les contractuels, sauf que moi, l'année dernière, je l'ai eu la question. Donc à l'oral du concours d'attaché, donc celui que j'ai eu, pour le coup, j'ai très bien réussi puisque j'ai eu donc 16 à l'oral, oui, 17 à l'écrit et 16 à l'oral. Ils m'ont demandé, est-ce que les sanctions sont les mêmes pour les titulaires que pour les contractuels ? Donc moi, heureusement, je les connaissais, donc j'ai dit non. Et ils m'ont dit, bah merci de me les citer. Et j'ai dû les dire. Donc c'est pas nécessairement superflu de les connaître. Après, ça dépend aussi de votre carrière, puisque en fait, le jury se base aussi sur votre RAEP. Si dans votre RAEP, vous ne parlez pas du tout de contractuel, peut-être qu'ils ne vous poseront pas la question, mais si dans votre RAEP, vous marquez que vous-même, vous avez été contractuel, que vous avez travaillé avec des contractuels, ou que vous avez travaillé dans une DRH, là, ils peuvent penser que oui, il faut quand même le savoir, quoi. Donc, c'est parti. Donc, les titulaires, il faut savoir qu'il y a 4 groupes de sanctions. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, quatrième groupe. Donc, le premier groupe, on a l'avertissement. Donc, c'est la plus basse sanction qui existe. Et après, on a le blâme. À partir du blâme, c'est inscrit au dossier. Sauf que ce blâme peut être effacé au bout de 3 ans s'il n'y a pas eu de nouvelles sanctions pendant ces 3 ans-là. Ensuite, vous passez aux sanctions du deuxième groupe. Donc là, vous avez la radiation du tableau d'avancement. Donc imaginons que vous étiez proposé à l'avancement. Et bien, on vous radie du tableau d'avancement. Il faut savoir que cette sanction-là, elle peut être une sanction à elle-même toute seule, mais elle peut aussi venir en complément d'une autre sanction du deuxième groupe, qu'on va voir après, ou d'une autre sanction du troisième groupe. Donc après, vous avez aussi l'abaissement d'échelon. Donc imaginons, vous êtes au troisième échelon, ben on vous rétrograde au deuxième échelon. Vous pouvez aussi être exclu temporairement pour 15 jours maximum. Quand vous êtes exclu, vous n'avez pas de rémunération et vous ne cotisez pas à la retraite. Ou vous pouvez être déplacé d'office. Donc là, c'est une mutation d'office. Donc à partir des sanctions du deuxième groupe, vous êtes obligé de consulter le conseil de discipline. Vous n'êtes pas obligé, l'autorité chargée du pouvoir de sanction n'est pas obligée de suivre l'avis du conseil de discipline, mais elle doit quand même au moins le consulter. Donc ça, c'est à partir des sanctions du deuxième groupe. Pour le troisième groupe, vous avez abaissement de grade et exclusion temporaire de 3 mois à 2 ans. Encore une fois, vous n'êtes pas payé et vous ne cotisez pas pour la retraite. Et quatrième groupe, vous avez donc la retraite et la révocation, c'est la radiation définitive de votre corps. Donc les sanctions du deuxième et du troisième groupe qui sont inscrites au dossier, on peut demander à ce qu'elles soient effacées au bout de 10 ans. Ça, il faut le savoir. Et voilà pour les sanctions donc des titulaires. Donc il faut les apprendre par cœur, il n'y en a pas d'autres, hein, c'est celle-là. Et il faut que vous le sachiez. Pour les stagiaires, il n'y a plus de notion de groupe. Eux, ils ont aussi l'avertissement et le blâme, donc comme les titulaires. Après, pour le deuxième groupe, forcément, ils ne peuvent pas avoir la radiation du tableau d'avancement, puisque de toute façon, ils ne sont pas titulaires, donc forcément, ils n'ont pas été proposés. Abaissement d'échelon, ça aurait pu, mais ils ne l'ont pas mis. Donc, eux, ils sont passés directement à exclusion temporaire de 1 jour à 2 mois, déplacement d'office ou exclusion définitive de service. Voilà. C'est le genre de sanction qu'on peut impliquer à un stagiaire. Et pour les contractuels, donc c'est la question que j'ai eue moi l'année dernière au concours d'attaché, et heureusement pour moi je le savais. Les contractuels, eux, on peut leur donner un avertissement, on peut leur donner un blâme, on peut les exclure temporairement, soit 6 mois maximum si c'est un CDD, soit 1 an maximum si c'est un CDI. Et enfin, on peut le licencier sans préavis ni indemnité. Donc du jour au lendemain, il est licencié, pas de préavis, pas d'indemnité. Voilà, donc pour ce qui était le slide des sanctions, c'est pas exhaustif. Je vous proposerai plus tard d'autres séries de vidéos vraiment plus poussées sur vraiment les devoirs et obligations des fonctionnaires, etc. et sur les sanctions. Mais si vous connaissez déjà tout ça, franchement, c'est vraiment bien et ça vous donnera des points d'avance sur tous les gens qui ne le connaissent pas.
Et sur des concours vraiment de SACE, attaché principal, le jury veut que ça, vous le sachiez par cœur. Et non, en plus par cœur, mais que vous l'ayez intégré, que ce soit fluide, que pour vous ce soit normal. Tac, lui il est stagiaire, je peux lui donner ça. Lui il est contractuel, je peux lui donner ça. Titulaire, c'est ça. Avec les différents groupes, il faut vraiment que vous connaissiez ça par cœur. Donc voilà, bon courage pour apprendre. C'est plus facile d'apprendre à plusieurs. Faites-vous interroger par des gens, famille, amis, collègues. Prenez l'habitude de le dire oralement. Pourquoi pas même filmez-vous pour les plus motivés. Et je vous souhaite un énorme succès. Je suis sûre que vous allez très bien y arriver. Si vous voulez obtenir le PDF, donc ce PDF que vous voyez à l'écran, cliquez sur le lien qui est juste en dessous, et donc je vous le donne, c'est complètement gratuit, hein, et comme ça vous pourrez l'imprimer et commencer à réviser tranquillement chez vous. Et aussi pour tous les gens qui se sont inscrits, donc j'ai ouvert ma chaîne mercredi, entre le mercredi et le vendredi, vous vous êtes inscrit, vous avez indiqué votre adresse mail, mais en vrai ça l'a pas enregistré, il y a eu un bug informatique, on va pas se mentir, c'est moi aussi qui suis pas super douée, mais c'est bien, j'apprends. Donc là maintenant c'est sûr que ça marche, donc n'hésitez pas à vous réinscrire, à donner votre adresse mail pour recevoir les autres questions, parce que sur le fil d'actualité de la page Facebook, vous pouvez ne pas le voir parce que vous n'êtes pas connecté à ce moment-là, donc c'est toujours mieux de le recevoir par mail, et de toute façon inscrivez-vous aussi donc pour avoir le PDF, pour pouvoir réviser tranquillement à la maison. Donc voilà, je vous souhaite vraiment de réussir au concours, je suis sûre et certaine que vous pouvez y arriver parce que moi je suis vraiment pas une tronche, et si j'ai pu y arriver, vous aussi. Et accrochez-vous, ça vaut le coup d'évoluer et de faire carrière, c'est chouette. Voilà, je vous souhaite à tous une très 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 bonne journée et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.